Histoire d'un soir, Jacques Tarnero. Bonsoir. La terre appartient-elle à ceux qui y naissent, ou bien à ceux qui la travaillent, ou à ceux qui la conquièrent? Ce soir, nous allons parler de l'Afrique du Nord, et plus particulièrement de l'Algérie. Terre de conquête, de colonisation et de lutte de libération. Avec moi pour en parler, et plus particulièrement des rapports entre les Juifs d'Algérie et les Berbères d'Algérie, 3 personnes, Richard Ayoun, Ali Messili et Daniel Timsit. D'une part, il y a une différence de génération entre nous, entre Richard Ayoun d'une part et moi-même, et d'autre part, nous deux par rapport à Ali Messili et à Daniel Timsit. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que 2 de nos invités, Ali Messili et Daniel Timsit, ont participé à la guerre de libération de l'Algérie. Et il va de soi que les événements qui se déroulent au Liban aujourd'hui nous concernent. Et pas seulement sous l'angle d'un triomphalisme juif. Et en tant que parlant d'une situation dont les acteurs ont été des Juifs et des Arabes, des Juifs et des Berbères, des Juifs et des gens qui n'étaient pas des Juifs, par rapport à une guerre qui a été une guerre coloniale, je crois qu'avant de commencer l'émission, et par honnêteté politique et intellectuelle, Ali Messili voulait faire une petite déclaration, et Daniel Timsit aussi. Oui, j'ai failli ne pas venir ce soir, compte tenu de l'agression inqualifiable que subissent les Palestiniens et les Libanais au Liban. Il va de soi que ma présence ici ne saurait en aucune façon être interprétée comme une approbation de la relation qui est faite de ces événements par votre station. Mais si je suis finalement venu, c'est pour répondre à 2 exigences morales qui demeurent le fondement de mon combat politique. La première exigence est celle de l'amitié pour Jacques Tarnero, qui a eu la gentillesse de m'inviter alors qu'à l'époque nous ne soupçonnions pas du tout que ces événements allaient se produire. Amitié également pour mes 2 compatriotes juifs d'Algérie, auxquels je ne pouvais refuser ce dialogue sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Par affection profonde, enfin, pour la communauté juive, partie intégrante de mon peuple, même si beaucoup d'entre eux se sont fourvoyés dans des chemins sans issue, peut-être précisément par ignorance de l'histoire, par ignorance de leur histoire. La deuxième exigence morale tient précisément au fait que je ne crois pas aux vertus de la force pour tenter d'imposer une solution au Proche-Orient. Chaque pont, aussi ténu soit-il, jeté entre les 2 communautés, est une victoire beaucoup plus grande que la prise sanglante du château Beaufort. Même si je suis un simple citoyen, ne représentant que sa simple petite personne, parlant dans une petite radio locale, eh bien, M. Begin n'aura pas eu la joie de détruire, encore ce soir, ce petit lien que nous allons tenter de tisser, par-delà les haines et les douleurs de la guerre, qui, somme toute, une fois de plus, ne profitera qu'aux grands de ce monde. Ali Messili, je vous remercie de votre déclaration. Je voudrais faire un rectificatif néanmoins. Je ne crois pas, par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient, que la station est un discours de soutien d'un camp. Je n'ai pas l'impression. Daniel Timsit aussi. Oui, moi c'est de façon très impromptue quand même que je voudrais préluder dans ce débat, parce que j'étais venu avec beaucoup de joie pour me souvenir de nos racines, pour me souvenir de mes parents, littéralement, pour contribuer à l'histoire et à la vérité historique des nôtres, c'est-à-dire nous, Juifs d'Algérie. Et puis surviennent ces événements tragiques
encore plus tragique pour nous, parce qu'encore un fossé qui se creuse, d'autant plus absurde que, par exemple, je me sens en complète identité de vue avec mon ami Mestili qui est ici. Nous avons le même langage, nous avons les mêmes racines, nous avons la même vision, nous avons le même désir de fraternité. Et ce débat, malheureusement, se fait dans une ambiance, pour moi, de grande tristesse. Merci Daniel Timsit. Richard Ayoun, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Non, tout simplement, je suis venu pour présenter l'ouvrage Les Juifs d'Algérie 2000 ans d'histoire. Je ne tiens pas à participer, je veux dire, à ce débat actuel. C'est évident. L'émission de ce soir n'avait pas pour but de parler de ce qui se passe au Liban aujourd'hui, mais je crois qu'il était, je le dis pour les auditeurs, qu'il était en fonction de l'action passée et présente, de l'engagement politique des invités, de deux invités, je crois qu'il était honnête que ces déclarations préliminaires soient faites. Alors nous allons donc, si nous parlons de l'Afrique du Nord, c'était pour mettre, et de l'Algérie plus particulièrement, c'était pour mettre en parallèle deux histoires. L'histoire des Juifs d'Algérie et l'histoire des Berbères d'Algérie. Alors Richard Ayoun, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Juifs d'Algérie 2000 ans d'histoire, édité chez Jean-Claude Lattès dans la collection judaïque, et vous avez fait un essai historique et un essai théorique de l'histoire des Juifs d'Algérie. Ma première question, c'est pas une question, c'est plutôt une demande, c'est est-ce que vous pourriez nous donner d'abord le pourquoi du livre, comment c'est venu, et peut-être le présenter d'une manière assez synthétique. Nous reviendrons ensuite sur les détails qui composent ce livre, les différentes parties que le ponctuent, et nous le mettrons en parallèle avec l'histoire des Berbères d'Algérie. Richard Ayoun, à vous la parole. Bien, alors tout d'abord, je veux dire que cet ouvrage, je l'ai écrit avec Bernard Cohen qui est journaliste à Libération et aussi aux Nouvelles Littéraires. Donc c'est un ouvrage que nous avons fait à deux. Cet ouvrage parle de 2000 ans d'histoire. Donc nous traitons de 6 chapitres. Premier chapitre qui parle donc de ces origines des Juifs d'Algérie, puis nous envisageons le problème des rapports entre donc les Berbères et ces rapports judéo-berbères, juifs berbérisés. Troisièmement, l'apport hispanique qui a été extrêmement important et qui a vraiment changé toutes ces communautés. Ensuite, 1830, ce que nous avons appelé, qui est le chapitre central, le Verbe de Dieu arrive de France, qui a permis à ces communautés juives d'Algérie d'être plus des citoyens de seconde zone, mais d'acquérir une citoyenneté française. Et puis, dans un 5e chapitre, nous avons essayé de voir les problèmes politiques islamiques, notamment les Juifs face au nationalisme arabe. Et nous avons essayé de traiter aussi dans un chapitre des problèmes de ce qu'on a appelé les trajectoires de l'assimilation. Et dans un dernier chapitre, nous avons essayé d'envisager pourquoi ces Juifs d'Algérie ont choisi la France, n'ont pas-ils choisi Israël, ou pourquoi ne sont-ils pas restés en Algérie. Voilà. Alors, ce que je m'aperçois, c'est que cette communauté juive d'Algérie... Attendez, excusez-moi. Oui. Je vous avais posé une autre question qui était, pourquoi avoir fait ce livre? C'était pour combler un manque dans l'historiographie de l'Afrique du Nord? Je me suis rendu compte, en fait, que dans la recherche de mes racines personnelles, je n'avais pas vraiment d'éléments concrets suffisamment précis
concernant les grands problèmes de l'histoire juive, à savoir les problèmes des judéo-berbères, les problèmes des Almohades, ce que j'appelle cette colonisation du judaïsme français par du judaïsme d'Algérie par le judaïsme français. Pourquoi ces juifs ils n'ont pas choisi Israël? Énormément de grands problèmes, le problème des origines également. Et puis, qu'est-ce que j'avais dans ma bibliographie? Je connaissais bien entendu les ouvrages d'André Chouraki, le dernier, la saga des Juifs d'Afrique du Nord, ou l'ouvrage du regretté Henri Chemouilly, qui a écrit en 1976 une diaspora méconnue, mais nous avons pensé qu'il n'y avait pas vraiment d'ouvrage scientifique, et en fait, le but de cet ouvrage, ce n'est pas pour notre génération, mais c'est pour les générations suivantes, c'est-à-dire pour la génération dans 20 ans, 30 ans, que nos enfants sachent un peu qu'a été cette histoire, et essayer avec une manière scientifique de traiter le problème, qui comprennent qu'a été l'histoire de leur père. Oui, Daniel Tinsley. Une petite interruption. Pourquoi dis-tu, on se tutoie, oui. Pourquoi dis-tu, ce n'est pas pour notre génération? C'est aussi pour notre génération. C'est aussi pour notre génération. Parce que les Juifs d'Algérie, même en France, par leur particularité, en prenant conscience de leur originalité, peuvent apporter quelque chose de spécial. On ne va pas rester éternellement toute notre vie toujours dans ces barrières, dans ces espèces de formes. Et quand il y a des hommes qui ont la chance de pouvoir être des ponts vivants, eh bien il faut la saisir, cette chance. C'est une belle expression. Un commentaire, Ali Messili? Juste pour surenchérir, je pourrais dire que c'est surtout pour notre génération, parce qu'il y a un tel bouillonnement culturel dans notre pays, je parle de l'Algérie, à la recherche de ses racines, que retrouver également, pour le peuple algérien tout entier, cette dimension juive, c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Alors je voudrais ajouter quand même que les archives de famille se sont souvent dispersées, et que nos parents les plus âgés, qui d'ailleurs ont été les témoins directs d'instants capitaux, n'ont pas été encouragés à raconter. Et en tout cas, pas assez à mon sens. Et cette communauté juive d'Algérie n'a pas connu la ruine, mais cette communauté déracinée s'est beaucoup perdue. Et il faut dire en fait que c'est pas un problème de nostalgie, ni la complaisance folklorique qu'on a essayé d'entreprendre dans cet ouvrage, mais essayer de recenser un peu les traces éparses de notre histoire, d'en esquisser en tout cas la cohérence, et d'interroger ce qui a pu être donné comme évidence. Alors, est-ce que les histoires se chevauchent, ou est-ce qu'elles sont successives, ou bien est-ce qu'elles sont parallèles entre ce début d'énoncé sur l'histoire des Juifs d'Algérie, tel que vient de le faire Richard Ayoun, et l'histoire des Berbères? Qu'est-ce qu'on entend par Berbère, d'abord? Je crois que la première des choses qu'il faut faire quand on veut définir le peuple berbère, c'est décoloniser l'histoire. Parce que malheureusement, au hasard des colonisations, on a attribué au peuple berbère toutes les origines possibles et imaginables. J'entends que par exemple la colonisation française, vous voyez dans les origines berbères, je ne sais quel résidu d'invasion nordique, ostrogoth, wisigoth ou viking. J'entends que aussi certains historiens arabes jusqu'à maintenant en voient le résidu d'autres invasions venues notamment du Yémen. Or, les historiens les plus sérieux, et je pense que mon ami Ayoun ne me démentira pas, les historiens les plus sérieux, aussi longtemps qu'ils essayent de remonter dans l'histoire, trouvent la présence de Berbères en Algérie notamment et dans toute l'Afrique du Nord. Je dirais que ce sont les premiers habitants d'Algérie. Ce sont donc les premiers habitants de l'Afrique du Nord, aussi longtemps qu'on remonte dans l'histoire. Bien sûr. Et s'il y a vraiment une revendication à faire de l'Algérie, je pense que les Berbères ont tout droit de revendiquer cette notion. Enfin, ils ont au moins le droit de dire qu'ils sont là chez eux, dans leur pays, et qu'ils y sont depuis la nuit des temps,
puisque je crois qu'il y a un lien tout à fait démontré entre cette grande civilisation saharienne qui a existé au temps où le Sahara était une verte prairie. Ce lien est d'ailleurs fait par les Touaregs entre cette civilisation saharienne et puis les Berbères tels que nous les connaissons, puisque nous retrouvons même des traces d'écriture qui remontent au IIIe siècle à peu près. Alors, je dis donc on peut affirmer sans être démenti que les Berbères constituent la population autochtone la plus ancienne de l'Algérie. Et c'est sur ce substrat berbère que vont se greffer ensuite d'autres apports ethniques, d'autres apports religieux et d'autres apports de civilisation. Une petite remarque pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de nos auditeurs. Si on parle de berbères, entendons-nous bien, nous parlons de berbères au sens ethnique, au sens historique. Mais il y a une fausse distinction qui est faite entre arabes d'Algérie ou arabes du Maroc et berbères d'Algérie et berbères du Maroc. Le fond de peuplement, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie et même en Tunisie, je dis bien même en Tunisie, c'est du point de vue ethnique un fond berbère. Maintenant, cette population berbère a subi l'influence de civilisation et elle a été, dans sa grande majorité, arabisée, islamisée dans son immense majorité. Je dis bien immense parce qu'on reviendra sur le problème des juifs berbères. Et je crois que nous sommes quelques-uns à être justement des restes de ces berbères qui sont restés juifs. Donc dans son immense majorité, elle a été islamisée, et dans sa grande majorité, elle a été arabisée. Donc alors pas de fausse distinction entre arabes et berbères. Alors je vais reprendre un petit peu. Alors les berbères, d'abord, ils ont été donc judaïsés. Ensuite, ils se sont christianisés. Puis, ils se sont arabisés. Alors là, vous posez vraiment tout le problème des origines de ce qu'on appelle les judéo-berbères. La religion, à une certaine époque, la religion importante, c'était le judaïsme. Donc, on peut préciser le cadre historique. Vers le deuxième siècle avant, vers le 2-3e siècle avant Jésus-Christ, les premiers siècles avant Jésus-Christ, nous sommes certains donc qu'il y aurait eu certaines tribus, notamment dans les Aurès. Alors là, il faut citer bien entendu les chroniqueurs arabes qui reprennent un peu, par exemple, nous savons que les Djerawa, les Nefoussa, les Fendelawa et les Medjouna, ce sont des tribus qui sont des tribus converties au judaïsme. Il y a bien entendu, alors si vous voulez, c'est une époque extrêmement trouble, c'est-à-dire que nous trouvons donc des berbères qui se judaïsent, nous trouvons des juifs qui se berbérisent avec d'autres mœurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, qui se berbérisent? C'est-à-dire que, par exemple, ils prennent des mœurs et des traditions qui sont propres aux berbères. Par exemple, je pense que le 5, le 5, c'est typiquement berbère. Attendez, c'est visualisé, mais peut-être que tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire le 5. Le Khamsa, mais c'est la main. La main, c'est ça, c'est la main. Vulgairement, on appelle la main Fatma. La main Fatma. Bien, mais il y a même, chez les Juifs d'Afrique du Nord, il y a toujours des pratiques. Par exemple, la pratique de mettre du henné lorsque il y a une nouvelle habitation. Le fait de, par exemple, à nouveau, une profession, par exemple, un avocat, par exemple, qui inaugure un cabinet. Bon, eh ben, il tue un coq. Alors, si vous voulez, là, on trouve des aspects
qui sont typiquement berbères et qui n'ont rien, je veux dire, avec la tradition juive, c'est mélangé. Le problème du henné, du henné dans de nouvelles maisons, et nous trouvons ce qu'on appelle les métointes, c'est-à-dire les craignants Dieu. Ces craignants Dieu qui pratiquent qui font le Shabbat, mais aussi ils ont d'autres pratiques. Alors là, il faut revoir un peu tous les travaux de Marcel Simon, l'historien Marcel Simon, qui a travaillé vraiment ces questions-là. Je voudrais tout de même apporter un correctif dans la chronologie. Je crois que notre ami a oublié quelque chose de très important, c'est qu'avant peut-être d'être juif ou chrétien, les Berbères ont été païens. Voilà, ils étaient païens. C'est ce qui explique d'ailleurs ce que vous avez dit par la suite, parce que ils le sont encore d'ailleurs dans la pratique religieuse même de l'islam. Bien sûr. Les restes de paganisme, je dirais même pas restes, je dirais que la plupart des traditions religieuses berbères sont des traditions religieuses authentiquement méditerranéennes au niveau du paganisme, et qu'elles se sont jusqu'à maintenant perpétuées, et qu'elles existent encore au niveau de la pratique de l'islam en Afrique du Nord. Le phénomène du maraboutisme notamment en est un exemple parmi tant d'autres. Alors je pense que il s'est passé dans la pratique de la religion juive ce qu'il s'est passé dans la pratique de toutes les religions concernant les Berbères. Daniel Tilsit. Et après on essayera de définir un peu la trame du livre de Richard Ayoun. Quels sont les grands chapitres? Mais je voudrais, moi, parler peut-être du problème de la Kahéna, qui est le phénomène peut-être important de ces judéo-berbères, et puis aussi de l'invasion de l'islam au 7e siècle. Bon, nous savons qu'en 665, les Arabes lancent leur première attaque sur le Maghreb. Et 18 ans plus tard, c'est le fameux Sidi Ogbah qui a entrepris cette conquête du Maghreb. Alors, les Berbères ont contrôlé les axes de circulation, et c'est eux qui ont tenu tête aux Arabes dans les Aurès. Et selon l'historien du XIVe siècle Ibn Khaldoun, à la tête des Berbères se trouvait une princesse juive qu'on appelle la Kahéna. Alors, bien entendu, je contredis un article du Monde qui est apparu il y a une semaine ou deux, disant que cette Kahéna serait aussi peut-être d'origine chrétienne. Non, si vous voulez... Non, mais on vous autorise à critiquer le monde. Voilà. Alors, je tiens à faire ce rectificatif. C'est-à-dire que donc, selon tous les chroniqueurs arabes, cette princesse serait donc une princesse judéo-berbère, qui se serait donc converti au judaïsme. Il y a quelques tribus. Alors bien entendu, il y a des tribus, par exemple les Nefoussa. Si nous étudions Ibn Khaldoun les présente cette tribu comme une tribu juive, alors que Al-Idrizi nous dit que c'est une tribu chrétienne. En tout cas, ce que nous savons, c'est que cette reine, la Kahéna, a infligé une défaite qui contraint les Arabes à se replier pendant plus de 5 ans. Et cette fameuse Kahéna a pratiqué sur le littoral une politique de la terre brûlée qui a donc essayé d'atténuer cette conquête de l'Algérie. En tout cas, ce que nous savons par la suite, c'est que cette Kahéna a été battue, et c'est là le problème important. C'est que les fils de la Kahéna se sont convertis à l'islam. Et le fils aîné, par exemple, de la Kahéna, fut nommé commandant en chef des Djerawa, et il a participé à travers toute l'Afrique du Nord à la conversion des Berbères à l'islam. Alors, bien entendu, certains historiens considèrent toute l'histoire de la Kahéna comme pure légende. D'autres historiens estiment que l'histoire de la Kahéna contient un noyau historique. D'autres enfin pensent, et là il faut faire référence à Ibn Khaldoun, que c'est une histoire tout à fait réelle. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le processus de conversion massive au judaïsme, et là je pense qu'on peut voir un peu les conversions qui sont passées en Pologne avec le problème des Khazars, est assez inexistant. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les conversions survenues en Arabie méridionale ou en Khazari ont laissé des traces, que la relation d'Ibn Khaldoun sur la Kahéna ne laisse apparaître aucun facteur religieux. Cette relation, d'ailleurs, n'aurait eu qu'un seul motif, entraîner la conversion des Berbères à l'islam.
Par ailleurs, et c'est là que j'insiste, il y a donc les mouvements complémentaires, à savoir des berbères qui se judaïsent et des juifs qui se berbérisent, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Et voilà, en tout cas, je tiens bien à dire, d'accord, nous savons qu'il y a des juifs qui se sont, des berbères qui sont convertis au judaïsme, et réciproquement, mais il ne faut pas croire que toute cette population juive d'Afrique du Nord est d'origine berbère, parce que nous savons, la Cyrénaïque, par exemple, au IIe siècle, nous connaissons aussi des gens qui viennent de Palestine, qui viennent d'Égypte, qui viennent s'installer en Afrique du Nord. Il y a eu dans le judaïsme notamment des berbères qui sont convertis au judaïsme, mais je tiens à dire qu'une bonne partie, par exemple, de ces tribus berbères qui sont convertis au judaïsme, au 7e siècle, ils ont été, pour la plupart, forcés de se convertir à l'islam. Alors bien entendu, de temps en temps, dans le sud, par exemple, algérien, d'après des gens au 19e siècle qui ont fait des enquêtes, certaines tribus berbères de l'époque se disaient nos ancêtres étaient juifs. D'où les bonnes relations, et là je crois que je vais insister là-dessus, les bonnes relations entre les juifs et les berbères. Lorsqu'il y avait, on s'aperçoit à travers l'histoire, lorsqu'il y a eu beaucoup de sortes de pogroms contre les juifs, souvent les juifs allaient se réfugier chez les berbères. Et les berbères les ont toujours protégés. Et ça, c'est à travers toute une tradition familiale, les juifs ont toujours eu de très bons rapports avec les berbères parce qu'ils se souvenaient que souvent ils leur ont permis de survivre. Daniel ? Oui, moi je vais donner ma vision, qui n'est pas une vision d'historien, de spécialiste de cette situation. D'abord, je crois qu'il serait faux d'imaginer le Maghreb antique avec une succession, les gens tous judaïsés, et puis ensuite tout christianisés, et puis ensuite tous islamisés, comme des strates. Non, parce que le grand fond, comme l'a dit mon ami Misli, c'est le grand fond, c'est le fond païen, c'est le fond animiste. Et par exemple, pour prendre l'exemple de la même époque, l'époque de la Kahena a été, semble-t-il, la légende, et c'est une légende historique. Je pense même qu'on peut dire, c'est d'autant plus historique, et c'est d'autant plus important sur le plan historique que ça en est devenu une légende. Donc c'est très significatif comme fait. C'est non seulement un fait historique, mais un fait historique significatif. Attendez, mais à la même époque que la Kahena, dans le nord, le même résistance était Kosaïla. Et toutes les tribus berbères du nord qui aussi menaient la guérilla et défendaient, et c'était des tribus animistes. Alors il y avait succession, le grand fond c'est un fond animiste. Et puis, moi je pense que certaines tribus étaient christianisées suivant les influences, suivant la situation des chefs, suivant l'urbanisation. N'oublions pas que Saint-Augustin, c'est un berbère de Annaba. C'est un grand, pourtant, un des grands de la théologie. Bon. Mais qui a très mal considéré les juifs. Oui, mais ça, il a peut-être très mal considéré, mais je prends sa position de chrétien. L'ensemble. Et il y avait, à mon avis, des tribus judaïsées. Je dis des tribus judaïsées parce que d'abord, c'est une question de nom. Mon nom, par exemple, Tinzit. C'est un nom berbère. Et ça me paraît difficile. Oui, je crois que c'est un nom sémitique. Là, on est obligé, c'est-à-dire que les langues... Les choses que j'ai lues, hein. Oui, mais je pense qu'il y a c'est-à-dire qu'en fait, que la langue, le tronc commun, oui. C'est le tronc commun des langues sémitiques. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément la même origine de ces langues sémitiques, c'est le même point. Donc, dire que c'est typiquement berbère ou pas, on n'est pas certain. Oui, c'est possible. Mais enfin, est-ce que je vois... Ce n'est pas une preuve. Le problème du nom, ce n'est pas vraiment une preuve. Possible, oui. Là, vous parlez en tant qu'historien, je vous laisse toutes les prérogatives d'historien, mais il y a un autre fait qui me frappe, c'est que des Tinzites, il y en a dans le sud marocain, il y en a dans toute l'Algérie, enfin, vraiment de l'Est à l'Ouest, on les retrouve en Tunisie. Vraiment, comme ces grandes migrations, si je puis dire. Et ça me paraît être... Alors, l'impression que j'ai, c'est que, et
d'après ce que j'ai pu en lire, c'est que la moitié, semble-t-il, enfin si on des Juifs d'Algérie, pour parler de l'Algérie, c'est un problème que je connais mieux, et vient de ce que j'appelle des Berbères judaïsés, et je préfère penser que ce sont des Berbères judaïsés d'un point de vue historique, parce que je vois peu, je vois mieux, si je m'explique mieux, la judaïsation d'un nombre important de fellah, de gens de la terre, plutôt que la migration importante de gens venus de Palestine. Je pense, et c'est ainsi qu'on le relate souvent, qu'il y a eu des commerçants hébreux, je dis hébreux, c'est-à-dire vraiment venant de Palestine, dans toutes ces grands voyages, ces grands échanges qu'il y avait dans l'Antiquité, et qui, apportant le monothéisme, apportant un certain niveau de civilisation, ont effectivement gagné certains chefs de tribus et certaines tribus, ce qui explique quand même la diffusion des noms. La diffusion. Écoutez, on en est encore à l'Antiquité et il est déjà 23 heures. Alors je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et c'est Raymond. Un disque de... Alors, qui est en une... Est-ce que vous pouvez présenter? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous allez entendre Raymond, parce qu'on l'a mis en introduction, il me semble. Oui. On le réentend. Mais non, on l'a pas mis en introduction. Non, on l'entend pour la première fois. Alors, Raymond, c'est un très grand chanteur algérien, classique, juif algérien. Un très grand chanteur, et qui est considéré comme un des meilleurs interprètes de musique classique algérienne. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, on va écouter là.
العقل بذاته يحضر ويدي Entretien avec Richard Ayoun, Ali Messili et Daniel Timsit sur l'histoire commune de l'Afrique du Nord, l'histoire des Juifs d'Algérie et l'histoire des Berbères. Alors Richard Ayoun et vous tous, quelles ont été les grandes phases, quels sont les grands chapitres qui ponctuent l'histoire des Juifs d'Algérie et l'histoire des Berbères? Comment est-ce qu'on pourrait définir des grandes périodes pour essayer d'y voir clair d'une manière un peu schématique d'abord? Bon, d'abord, je veux dire que je suis complètement en désaccord avec ce que a dit tout à l'heure au sujet du pourcentage des Berbères, des Juifs. On peut pas se dire une moitié. Non, ça ne marche pas. Hein. Voilà. Bien. Alors, je crois qu'un élément important à dire après cette époque de l'islam, c'est le problème de la marée almohade, qui était aussi des tribus berbères, mais alors là, ce sont vraiment des musulmans qui ont forcé les non-musulmans à se convertir. C'est vraiment un islam rigoriste. Et ce que nous savons, c'est que après cette marée almohade, le Maroc, la Tunisie, la Libye, pratiquement il y a une sorte de Judenreich, c'est-à-dire d'Afrique du Nord qui est vide de juifs, puisque il y a eu une politique d'extermination physique ou de conversion forcée des infidèles de la part des Almohades. Et il y a une véritable mutation qui est donnée aux communautés juives d'Algérie, avec, bien entendu, l'immigration des Juifs qui ont fui la péninsule ibérique. Alors, cette immigration des Juifs venant de la péninsule ibérique, alors généralement, la majorité des gens pensent que c'est 1492. En fait, cette immigration dure pendant plus d'une centaine d'années. C'est à partir de 1391, c'est-à-dire 1391, c'est une date extrêmement importante parce qu'il y a eu des pogroms qui ont eu lieu dans toute la Castille et en Aragon, du 6 juin au 13 août, où nous trouvons donc une immigration juive qui commence dès 1391, qui va se poursuivre donc sur plus de 100 ans, et aussi une autre immigration qui va venir du Portugal, lorsqu'il va y avoir l'expulsion des Juifs du Portugal en 1487, mais cette immigration en Afrique du Nord va se poursuivre jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, il y a vraiment une grande mutation du judaïsme d'Algérie qui se produit au XVe siècle, avec ces masses, bien entendu, espagnoles qui vont repeupler les cités juives d'Algérie. Notamment les Juifs qui fuient l'Inquisition. Non, c'est pas l'Inquisition. L'Inquisition, la Reconquista, mais c'est-à-dire que les Juifs fuient les massacres, les massacres, les pogroms contre les Juifs. L'Inquisition, ça touche les marades, ça touche les personnes soit qui ont été converties de force, soit et qui continuent à pratiquer le judaïsme. Là, pas du tout. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que il y a eu des élites qui vont venir s'installer en Algérie, et je crois qu'il faut citer des grands rabbins. Nous avons Isaac Berchechet Barfa, qui est né à Barcelone, Simon Ben Shema Duran, qui est originaire de Majorque, qui s'établissent à Alger. À Constantine, nous avons Ephrati, Ben Merovas Ephrati, et
nous avons aussi d'autres grands rabbins. Il y aurait donc ces immigrés d'Espagne vont changer une certaine physionomie de l'Algérie, et on peut dire que désormais la fonction rabbinique ne pourra plus être conférée par le pouvoir extérieur. D'ailleurs, sur ce point, il est à signaler que Simon Ben Semas Duran reproche à son collègue Barfa d'avoir été nommé par le sultan de Tlemcen. En tout cas, que reste-t-il, par exemple, de ces grands personnages? Eh bien, ce qu'on appelle les Takanot d'Alger, qui ont été rédigés par Simon Ben Semas Duran. Duran, c'est-à-dire Durand. Donc on voit l'origine française et l'origine provençale de cette famille, qui est une des plus grandes familles de rabbins de toute l'Algérie. Donc, ces Takanot d'Alger établissent ce qu'on appelle une législation matrimoniale et qui vont confirmer l'autorité de la chose votée. Et je cite, de la chose qui est proclamée en la synagogue le jour du Shabbat avant la sortie du Sefer Torah. Donc ça c'est l'apport espagnol, l'apport séfarade. Je pense que en ce qui concerne les Berbères... Attendez, j'ai une question supplémentaire oui. Par rapport à la période que vous venez de décrire, Richard Ayoun. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple, professionnellement, socialement, les Juifs de cette période-là, qui tournent autour du XIIIe, XIVe siècle? Alors, ce sont surtout des commerçants. Je veux dire, ils vont permettre, et ils vont être extrêmement bien accueillis, notamment Tlemcen, le royaume de Tlemcen, va les accueillir parce qu'ils vont permettre des relations commerciales avec l'Europe, mais aussi avec des pays extrêmement lointains. Ali Messi. Oui, je crois qu'il faut aussi, dans un raccourci historique du fait du manque de temps, parler quand même de cette histoire des Berbères. C'est pas quand même. Parler de cette histoire des Berbères, même si on peut insister sur le rôle de certaines communautés religieuses au sein de ce peuple berbère, il est un fait que ce peuple berbère, dès le départ, a eu une organisation démocratique qui, d'ailleurs, s'est perpétuée jusqu'à nos jours dans certains endroits. Et cette organisation démocratique est une organisation assez exemplaire en Méditerranée, puisque les Berbères n'ont jamais constitué un État au sens occidental du terme, mais ont constitué des confédérations qui s'organisaient d'une façon tout à fait autonome et dont le centre était le village, était la cité du village, qui vivait démocratiquement, un peu comme on pouvait vivre dans la Grèce antique, autour de l'agora. Les djma'a de village étaient les centres de décision démocratique de la cellule de base de la société politique berbère. Je dis cela au départ parce que sinon on ne peut pas s'expliquer comment tant de gens ont défilé dans ce pays. Parce qu'on parle d'invasion, d'autres invasions, une invasion chassant l'autre, et on se dit, mais que diable ces Berbères faisaient-ils? En fait, ces Berbères vivaient une vie démocratique assez extraordinaire, même si certains modes de vie peuvent paraître maintenant un peu archaïques. Toujours est-il que sur un immense territoire, ces fédérations ou confédérations berbères étaient organisées d'une façon très très libre. Et d'ailleurs, les Berbères ne se sont jamais appelés eux-mêmes Berbères, puisque cela vient du mot latin barbare, barbarie, et les Berbères se sont toujours appelés eux-mêmes Imaziren, ce qui veut dire les hommes libres, les hommes libres. Alors on comprend qu'il y a eu tant de convoitises sur ce pays, hein, il y a eu tant de convoitises sur ce pays qui par ailleurs est un carrefour, et au niveau géopolitique bénéficie d'une situation absolument idéale. Mais l'histoire des Berbères, c'est aussi l'histoire d'une très longue résistance qui n'a jamais cessé. Résistance d'abord à la colonisation romaine, dont on n'a pas parlé. C'est la grande guerre de Jugurtha. Avant la guerre de libération nationale qui a duré 7 ans, nous avons eu
une guerre que nous traduisions quand nous étions en classe de latin au lycée de Ben Aknoun, De Bello Jugurthino. Moi, je savais même pas d'ailleurs ce que je traduisais, puisqu'on omettait de nous enseigner que Jugurtha était notre ancêtre numide qui avait combattu les colonisateurs romains. Ça aurait pu nous donner des idées à l'époque. Et donc, Jugurtha a lutté pendant 7 ans et demi contre la colonisation romaine. Et il est maintenant le symbole d'ailleurs de la résistance pour beaucoup de jeunes berbères. Il y a eu aussi la résistance, comme on l'a dit, à la conquête arabe, une résistance qui ne s'est jamais démentie. Et la Kaina, qui a regroupé derrière elle plusieurs tribus berbères qui ont lutté contre l'invasion romaine, fait l'objet d'une légende, puisque même à l'heure actuelle, certaines familles kabyles, par exemple, appellent leur fille Kaina, sans se douter d'ailleurs que ce nom de Kaina a été donné par les Arabes, parce que Kaina, ça veut dire la sorcière. Donc vous voyez que ça rejoint un peu la légende, c'est un nom arabe, Kaina. Il existe toujours d'ailleurs le puits de la Kaina. Oui, c'est cela. Ce sont les Arabes qui l'ont appelé comme ça. Il y a eu Koseila également, et puis il y a eu la grande période d'épanouissement de la civilisation, je dirais, arabo-islamique. Non pas arabe, mais arabo-islamique, parce qu'il y a eu l'apport de l'islam qui a donné ces grandes dynasties berbères, ces grandes dynasties d'origine ethnique berbère, et qui, avec l'apport de l'islam, ont rayonné par la suite sur une grande partie du monde occidental. Et ça a été le cas des Almohades et ensuite des Almoravides. Non, plutôt des Almoravides. Les Almoravides et ensuite des Almohades. Et puis j'en viens vite, dans un raccourci encore plus frénétique, à la conquête française. Là aussi, résistance forcenée des Berbères, d'abord. Ce sont les massifs montagneux où s'étaient réfugiés les Berbères, qui vont résister jusqu'à la fin. Et il ne faut pas oublier que la Kabylie, par exemple, alors que le débarquement à Sidi Ferruch date du 5 juillet 1830, la Kabylie ne sera définitivement conquise qu'en 1870, après les fameux combats d'Ishriden. À la suite de cela, la résistance a continué. Il y a eu Mokrani, il y a eu Boumaza, il y a eu la guerre du Rif avec Abdelkrim au Maroc. Donc, il y a donc cette constance de la résistance au sein du peuple berbère et un attachement qui ne s'est jamais démenti à ses traditions et sa culture. Je crois que c'est un fait extrêmement important qu'il fallait absolument noter. D'Algérie et aussi du Maroc. Et il faut les voir aussi dans l'intérieur. Il faut voir les juifs berwaria, il faut voir les juifs d'Asfroun. Moi, je connais des familles juives parlant kabyle, des bijoutiers kabyles, des ouadias juifs parlant kabyle depuis toujours, et les Hadjadj d'Asfroun, et dont Jacques Hadjadj, par exemple, s'il m'entend, il sera content parce qu'il a supporté très difficilement cet exil, a été maire de Asfroun jusqu'en 1965. C'est ça. C'était Port-Guédon. Avec, oui, de Port-Guédon, l'enseignement Port-Guédon, c'était lui qui était le maire du village. Et il faut voir tout ce peuplement. Et moi, je pense je suis pas tout à fait de l'avis de Richard Ayoun. Les noms ont aussi leur importance. Les Lévi-Valency, oui, ils viennent d'Andalousie. Mais les Gedj, c'est un nom qu'on trouve nulle part, ça, ce Gedj. Et c'est le nom de la famille de ma mère. C'est un nom qui est extrêmement répandu dans tout le Constantinois. Et combien de noms? Oui, mais par exemple, je pense, moi, que mais les Gedj, la greffe. Nous trouvons des Gedj, bon, qui ont toujours vécu dans le Constantinois. Mais nous trouvons aussi des Gedj qui ont été vivre en Espagne. Oui. Puis à la suite, Jebel Tariq, Ibn Tariq, c'est un berbère qui a donné son nom au massif de Gibraltar, qui a été le nom nous donne une indication, pas plus. D'accord, je suis d'accord. Une indication. Il ne faut pas la négliger.
pas négligé, parce que ça, je le sens. Je le sens. Je le sens dans le port du Burnous, dans le caractère de mon père, dans... Non, mais ça, c'est bien des l'oriental, choses. c'est l'indigène. Hein? C'est pas oriental. C'est-à-dire... Le port du Burnous, c'est très berbère. Hein. Berbère. C'est Bon, la c'est toge. berbère, mais c'est-à-dire, c'est dont les gens étaient habillés à Arabe. l'époque. Ensuite, les Juifs, par exemple, vont choisir d'être habillés à l'européenne pour se rapprocher des Français. Mais auparavant, ils portaient les mêmes habits que leurs concitoyens musulmans ou Non. et autres. D'accord. Là, c'est un peu une boutade. Ah, d'accord. Bon, alors attendez, resituons un peu les dates. Richard Ayoun, au niveau de la Kaena, c'est quelle 7e période? siècle. 7e siècle. La conquête- L'invasion islamique, 7e siècle. Et alors, nous sommes arrivés là actuellement au 13e siècle. 15e siècle. 15e siècle. 15e siècle, après l'apport espagnol, et ensuite même l'apport livournais au 18e siècle. Alors, Qui- parlons un peu de ces deux apports, Oui. l'apport espagnol et l'apport livournais. Il y a donc des Juifs qui viennent d'Espagne. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez en parler un peu et Ben, On en a parlé. Oui. J'en ai parlé un petit peu. Donc, il y a des Juifs qui comment viennent est-ce qu'ils d'Espagne. s'intègrent? Comment est-ce que les deux judaïsmes que là. s'intègrent? Alors, C'est l'élite. oui, voilà. Alors, eh L'élite bien, intellectuelle et commerçante. eh ben, ils se sont pas intégrés très rapidement. Ils se sont pas intégrés très rapidement. Il y a eu bien entendu des luttes, parce qu'en fait, c'était deux mondes différents entre ce qu'on appelle les Mégorachim et les Toshavim. Et ces deux groupes vont être différents. Il va y avoir des querelles qui vont lutter pendant, on peut dire, une génération ou deux générations, mais par la suite, étant donné que l'apport espagnol et l'apport de l'élite, c'est eux qui vont, on peut dire déjà, coloniser les indigènes. Sur tous les plans, sur le plan économique, sur les plans de la halakha, sur tous les plans. Donc, 15e siècle, quelle est l'organisation politique de l'Algérie? Qui la gère? Qui la gouverne? Alors attends, d'abord l'Algérie. La première Oui, fois, quand, ouais. en fait l'Algérie, on peut parler d'Algérie que depuis l'invasion turque au XVIe siècle. Et le mot d'abord Algérie lui-même a été employé pour la première fois en 1831 par les Français. Alors, Voilà. quelle est l'organisation politique du Maghreb? Comment ça marche? Comment ça se divise? Ben, c'est-à-dire que, à part le royaume de Tlemcen, ça dépend. Le royaume de Béjaïa. Oui, il dépend donc du XVIe siècle jusqu'en 1831 de l'Empire turc. Et nous avons ce qu'on appelle il y a un bey à Alger, il y a des beyliks, ce qu'on appelle des beyliks, il y a un beylik à Mascara ou à Oran, ça dépend des périodes, parce que Oran a été occupé aussi deux fois par les Espagnols et ensuite par les musulmans. Il y a le beylik de Titri et le beylik de Constantine, et le beylik aussi de Tunis. Voilà. Et ce sont donc des gens qui représentent l'empire turc. On va faire une... Allez, Messini. Non, On va faire une deuxième d'accord. pause musicale et c'est Idir qui va chanter. Qui est Idir? Vous voulez le présenter? Idir, justement, fait partie de cette jeune génération de chanteurs berbères de Kabylie qui ont voulu réagir pour démontrer que la culture berbère était toujours vivante et ont commencé à réagir comme tous les peuples qui le font de la sorte, d'abord par la poésie et par la chanson. Idir. أي خخرة ذغب الموت يسمع تزوري مثل غاستزيا وتموت يستزيا وتموت وقد غولت
يا غلي تظلم غف ثمور تسميد بظلمو ضد الظل دافوسي سايما يما يا لوا يكوني تبور ترقص مطلوب يا رقاقي غفر راوي سايما يما ولادي وين ما تجي تسودا شي ما نروح يا كل واحد يسوى السيسا يما يما ما زال وما زال يا ترني تمس تبان ما يما ذا المكتوب نغذ الميجل يتشاف وكان يا نسمي عدا نروح ما يما عيني روح نردت وغلسي ودقوا ما تنيد الصدر نمتنا يما الله 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 اي غاضي ويقطوا من الليل الله 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 يرضي السيام زارو الله 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 يا مكنس شوتنا الله 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 يزي يسترف الاسفرو الله 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 يا مكنس مدلنا الله الله اي مستعزز تفسرو الله الله البند العبد ينغى عيمد الموتى يا قيم الله أنا في اسمي صغير Radio Communauté, nous sommes en entretien sur l'histoire des Juifs et des Berbères d'Algérie avec Richard Ayoun, Ali Messili et Daniel Timsit. Alors nous avons sauté rapidement un certain nombre d'années dans cette histoire et nous en arrivons, si vous le voulez bien, que les historiens nous pardonnent, à la conquête française, 1830. Alors 1830, il faut dire que certains Juifs vont collaborer immédiatement avec les Français, par exemple les Juifs d'Alger, les Juifs d'Oran, les Juifs de Beaune, vont aider à conquérir ces villes. Mais, par exemple, à Constantine et à la Guatte, les Juifs vont lutter avec les musulmans contre le colonisateur français. Quelle était en 1830 la situation des Juifs d'Algérie? Alors, la situation des Juifs d'Algérie, une majorité de ces Juifs sont des gens misérables qui dépendent des grandes familles. Des grandes familles commerçantes, par exemple, d'Alger, les Bakri, les Bouchna et autres, entretiennent leurs indigents. Donc il y a une bourgeoisie juive. Il y a une grande bourgeoisie juive. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que bien avant 1830, nous trouvons les enfants de cette bourgeoisie juive viennent en France étudier le français. N'oublions pas qu'à la suite des fameux pogroms de 1805 d'Alger,
une partie des Juifs d'Alger vont s'installer à Marseille. Et on peut dire que, puisque la langue de l'époque, c'est le français, et les grands bourgeois d'Algérie font étudier le français à leurs enfants. Oui, puisque vous avez parlé de Bakri et Bouchnak, j'aimerais bien que vous évoquiez cette fameuse dette qui nous a valu la conquête française finalement. Enfin, je ne sais pas. Oui, si on dit que les Juifs sont toujours là. Non, c'est l'Algérie qui avait vendu du blé à la France par l'intermédiaire de ces deux négociants d'origine juive. Oui. Hein, est-ce que c'est bien vrai, c'est pas la légende? Non, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Donc, la firme Bakri Bouchna avait donné du blé lors du gouvernement révolutionnaire, et ensuite il devait rembourser cette dette. Et étant donné qu'ils n'ont pas remboursé cette dette, lors d'une soirée à Alger, le responsable politique de la communauté musulmane d'Alger a donné un coup d'éventail au consul français, ce qui va provoquer cette expédition de 1830. Le prétexte, disons. Oui, ça a été un prétexte. Attendez, pardon, Daniel. Une seconde. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai pas repris le terme, mais là, vous venez de parler des pogroms. Alors, le mot pogrom est un mot russe. Tout à l'heure, vous avez employé le mot Judenrein, terre sans juifs. Est-ce que, alors je sais une question aussi que je voulais poser pour les auditeurs, est-ce qu'il y avait une situation de mépris, une situation de danger? Est-ce qu'il y avait un antisémitisme arabo-berbéro-musulman à l'égard des juifs? Et est-ce qu'il y avait par exemple des massacres et est-ce qu'on peut les appeler pogroms? Oui, je pense qu'il y avait un mépris du juif. Et si nous étudions en détail ce qu'on appelle le contrat de la Dima, le contrat du protégé, je pense que le juif est une personne de deuxième catégorie. Un exemple, par exemple, les juifs n'ont pas le droit d'avoir de véritables souliers, de véritables babouches, si vous voulez. Le talon devait toucher le parterre. Bien, nous trouvons par exemple en 1815, le dé d'Alger qui dit à son armée d'aller contrôler tous les juifs dans la rue, voir si le talon était bien, touchait bien le sol. Et ceux dont le talon ne touchait pas le sol recevaient 300 coups de bâton. Et ça, nous avons le consul Chalère, qui était le consul français à Alger, nous parle de cet épisode. Mais le dé d'Alger, c'est quand même le représentant de la colonisation turque. Hein. Ah oui, mais bien sûr. Attention, mais qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, c'est le représentant. À ce moment-là, l'Algérie est colonisée par les Turcs, et donc l'autorité politique est assurée par les Turcs. Par les Turcs, bien entendu. Oui. Alors là, je voudrais te poser une question. Est-ce que, alors effectivement, les Juifs d'Algérie étaient des citoyens, des sujets. Hein. Est-ce que c'était en tant que juif ou en tant qu'infidèle? Est-ce que ce n'était pas le cas de toutes les minorités qui n'étaient pas musulmanes? J'allais poser la question à Lemessini en tant que berbère par rapport à la colonisation. Et c'était aussi une catégorie spéciale en tant que gens du livre. Oui, mais ça en vient au statut de la Dima. Je me fais l'avocat pour que le dialogue s'engage. Et troisième point aussi, c'est que les structures du Maghreb étaient des structures féodales. Et dans le cadre de ces structures féodales, est-ce qu'en Europe, la situation des Juifs n'était-elle pas analogue, sinon pire? Sinon, comment expliquer que les Juifs d'Espagne aient préféré refluer dans l'univers musulman plutôt que rester en Europe? Bien, alors je vais vous citer une phrase du consul Chalère, voilà ce qu'il dit. Le cours de leur vie, il parle des Juifs, le cours de leur vie n'est qu'un mélange affreux de bassesse, d'oppression et d'outrage. Je crois qu'aujourd'hui, les Juifs d'Alger sont peut-être les restes les plus malheureux d'Israël. Oui. Alors là, je m'excuse, parce que là, c'est le consul Chalère. Parce que c'est le consul Chalère. C'est en quelle année?
1800, En 1815. 1815. Et là, j'en viens à cette idée, c'est l'idée de ce qu'on appelait la politique des capitulations. Rien de tel que de trouver une minorité à délivrer de ses oppresseurs, et c'est vrai qu'il y a une minorité qui est opprimée, mais mettre l'accent sur cette oppression pour pouvoir envahir un pays. Bien. Ça a été le grand prétexte qui a été utilisé par toutes les puissances de ce temps, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne aussi, pour démembrer l'Empire turc. Et ça a été la même chose pour les maronites du Liban. Donc, c'est témoignages qui demandent à être vérifiés aussi. Ah, mais ils sont vérifiés, on les vérifie par les rapports de plusieurs consuls. Ah non, mais vérifiés, ils le sont. Maintenant, il s'agit de voir l'usage politique qu'on en fait. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que par exemple, pour que les Juifs soient reconnaissables, ils doivent porter un costume leur est imposé. Le temps passe. Les vêtements doivent être de couleur. Les vêtements doivent être sombres, aux manches démesurées. Ça, c'est inscrit dans les textes. Ils n'ont pas le droit de porter des armes. Ils n'ont pas le droit de sortir la nuit avec un falot allumé. Il y a toutes sortes de restrictions. Absolument, c'est le statut féodal qui était fait aux Juifs, que ce soit dans le monde de l'islam ou dans le monde européen, dans toute société féodale. Par exemple, le cheval leur est interdit, parce que le cheval est un animal noble. D'accord. Il y avait donc un certain nombre de signes distinctifs d'attitudes méprisantes. Ici, dans le même temps, ce qui arrive au moment de la colonisation française, au moment où il y a la colonisation française, quel était le statut des Berbères sous la colonisation turque? Le statut des Berbères, c'était le statut de toute la population maghrébine, c'est-à-dire que c'était le statut de gens colonisés par l'administration turque, qui était d'ailleurs une administration périphérique, comme un peu l'administration romaine, dont on a gardé d'ailleurs l'ossature par la suite. Les Français ont voulu utiliser la hiérarchie administrative mise en place par les Turcs pour l'imposer ensuite comme courroie de transmission à l'administration coloniale. On a retrouvé les Bachara, les Agas, etc., etc. Ce que je voudrais dire, pour abonder aussi dans le sens de Timsit, c'est que effectivement, les minorités, surtout à cette époque, ne jouissent pas de tous les droits qu'on pouvait attendre. Mais là, c'est une minorité à part. C'est une minorité des infidèles du livre. Parce que les chrétiens, il n'y en a plus. Oui, mais d'accord. Les chrétiens, après l'épisode almohade, on n'en trouve plus en Algérie. Oui, je ne veux pas dire que les Juifs n'étaient pas méprisés. Bien au contraire, je pense tout à fait comme toi qu'ils étaient méprisés. Mais ce que je veux dire, c'est que leur situation n'était certainement pas pire que dans d'autres pays, et encore était-elle peut-être meilleure. C'est pour introduire quand même une notion de relativité dans tout cela. Dernier mot là-dessus, parce que c'est important. Quand on compare la situation des Juifs ici et là, en Algérie et en France, et on les compare, on dit voilà, en France, en 1800 les Juifs étaient comme ça, en Algérie en 1800 les Juifs étaient comme ça. Mauvaise comparaison, parce qu'en France, en 1800, la France avait fait sa révolution française, sa révolution bourgeoise. Elle avait transformé ses structures, sa société. Ce qui se passe, c'est que dans tous ces pays, et je parle ici pour parler du Maghreb, le temps n'a pas été donné. Il y a eu une distorsion de l'histoire de ces pays. Ces pays n'ont pas accompli leur trajectoire historique. La colonisation et les invasions ont fait que leur histoire propre, avec leur dynamique propre, avec leurs facteurs internes propres. Oui, moi je vois que les Juifs souffrent. Se transformer. Moi je constate, si vous voulez, si je fais une comparaison entre les Juifs du Comtat venessin et les Juifs d'Algérie, je suis obligé de dire que les Juifs d'Algérie souffrent 10 fois plus que les Juifs du Comtat venessin, ou les Juifs d'Alsace-Lorraine. À ces périodes, oui. À ces mêmes périodes. On est obligé de faire une comparaison. Bien sûr. Il y a d'autres périodes où c'est l'inverse. Oui, bien sûr. Il y a d'autres périodes aussi où c'est l'inverse. Alors, colonisation française, quel est le comportement du colonisateur français
à l'égard de la population qu'ils rencontrent, et de la population arabo-musulmane, mais non, à l'égard de la population juive, et on va venir très vite au décret Queigneux, et ensuite en ce qui concerne les Berbères, et je voudrais qu'on puisse prendre le temps de parler de la guerre d'indépendance, mais il est déjà 23h39. Alors, le colonisateur français a été très malin, parce que il s'est dit, nous allons nous aider d'une minorité pour pouvoir conquérir toute l'Algérie. C'est la raison pour laquelle tous les grands rabbins d'Algérie sont métropolitains. Il y a eu d'abord la création d'un grand consistoire à Alger, ensuite des consistoires départementaux à Oran et à Constantine. Tous les grands rabbins jusqu'en 1960 ont été des grands rabbins qui venaient de métropoles, en majorité, bien entendu, des juifs d'Alsace et de Lorraine. C'est seulement en 1960 que le grand rabbin David Ashkenazi, c'est le premier grand rabbin d'Algérie qui est vraiment natif du pays. Et les Français se sont aidés donc du consistoire central pour coloniser toutes ces populations. Et en fait, ils employaient le mot de régénérer. La régénération de ces populations. Et tous les consistoires ont été dirigés, pas toujours, mais il y avait une forte proportion de juifs qui venaient de métropole. Alors, par exemple, pour des périodes comme ceux qui tournent autour de l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme est quelque chose de virulent. Il y a un maire d'Alger, Max Régis. Oui, Max Régis, là ça a été extrêmement virulent, un antisémitisme extrêmement grave, avec la complicité de l'armée, des autorités. Et là, les Juifs ont énormément souffert. Bien entendu, c'était surtout dû au problème des élections, parce qu'on s'apercevait que dans certaines communes, lorsque par exemple, ce qu'on appelle le Rothschild d'Oran, le fameux Simon Canoui, qui disait « Moi, je possède les clés de la mairie d'Oran. » Parce que lorsque le notable Simon Canoui disait à ses administrés « Votez pour monsieur Untel », on votait pour monsieur Untel. Donc, si vous voulez, il y avait un antisémitisme qui était dû à l'antijudaïsme ancien, mais aussi à une réalité économique et une concurrence politique. Avec la permission de ceux qui devraient faire l'émission après moi, est-ce que je pourrais prendre 5 ou 10 minutes de plus? Je vous remercie. Alors, Ali Messili, par rapport à la colonisation française, comment est-ce que ça se passe pour les Berbères et comment est-ce que vous regardez cette histoire? Contrairement à ce qu'on peut croire, ça se passe très mal pour les Berbères parce qu'il y a certaines légendes aussi qui ont circulé, qui continuent à circuler d'ailleurs au sujet d'une certaine condescendance de la colonisation française par rapport aux Berbères. Et je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure. Mais enfin, il y a la résistance d'abord des Berbères à la colonisation. Et si je me réfère à certains carnets de route d'officiers français qui ont participé à la colonisation, je m'aperçois que à l'époque on parle berbère jusqu'au massif du Chenois sans discontinuer. C'est-à-dire que dans toute la région d'Alger, dans la plaine, d'Alger jusqu'à la Kabylie et d'Alger jusqu'au Chenois, on parle berbère. Et des populations entières sont décimées à ce moment-là. Des populations entières qui sont berbérophones, notamment. C'est le cas de toute une tribu aussi des Hadjout qui est complètement décimée à l'époque et de combien encore de villages qui sont complètement rayés de la carte. Donc il y a là une colonisation militaire très très dure et qui frappe d'abord et avant tout ceux qui résistent et dont la majorité sont des berbérophones. D'autre part, il y a par la suite une autre attitude de la colonisation qui est connue, comme on l'a fait en ce qui concerne nos compatriotes juifs, et puisque tout à l'heure on va parler du décret Crémieux, on a tenté aussi une politique berbère.
diviser pour régner, ça a naturellement été l'adage de certains officiers des affaires indigènes qui ont tenté certaines expériences qui malheureusement ont toutes échoué. Au Maroc, il y a eu notamment ce fameux daïr berbère. Ce fameux daïr berbère qui donnait à la population berbère un statut qui pourrait apparaître comme un peu plus privilégié par rapport au reste de la population. En Algérie et notamment en Kabylie, on peut dire que la colonisation a tenté, mais pendant une très courte période, de diviser également la population algérienne en allant même jusqu'à vouloir évangéliser certains villages de Kabylie. Mais cette évangélisation a été très vite stoppée par le cardinal Lavigerie lui-même sur l'ordre de la grosse colonisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, la grosse colonisation était absolument opposée à toute espèce de tentative d'assimilation. Et la christianisation des Berbères, pour la grosse colonisation, c'était le plus grave danger qui puisse exister, puisque c'était l'assimilation totale. Alors, malheureusement, il y a eu quelques villages, mais véritablement très isolés, qui ont été christianisés. Je dis malheureusement parce que ces gens-là vont être complètement isolés. On parle de 10 000 à 15 000 personnes. Je crois que c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. 3 000 personnes. Ce sont les pères blancs qui, par ailleurs, ont fait aussi un travail extrêmement positif. Attention, je ne fais pas ici de procès des pères blancs, loin de là. Loin de là. Dont le parti est venu en France, à la suite de l'indépendance. Oui, bien longtemps après, mais enfin, c'est une autre histoire. Ils sont restés, il y en a encore d'ailleurs jusqu'à maintenant, mais c'est du fait disons, de la politique d'enseignement choisie par le gouvernement algérien. Mais c'est un autre problème. Toujours est-il qu'il y a quelques villages qui ont été christianisés, qui donc ont été coupés du reste de la population et se sont retrouvés dans des situations absolument invraisemblables. Vous connaissez la famille Amrouche, hein, qui a tout de même donné à l'Algérie Jean Amrouche, Taoussa Amrouche, mais malheureusement, tous les Kabyles chrétiens n'étaient pas des Amrouches. Et beaucoup n'ont pas réussi à se sortir de leurs contradictions et se sont complètement retrouvés déracinés. Donc cette politique de division a été un échec total, puisque je dois dire que ce sont dans ces régions-là que la résistance à l'oppression coloniale, notamment en Kabylie, a été la plus forte. Nul ne peut ignorer que la Kabylie notamment, les régions berbérophones au Maroc ont toujours été les fers de lance de la résistance contre la colonisation française. Il y a un grand-oncle d'un de mes amis qui s'appelait Timsit, qui était aux côtés de Mokrani dans l'insurrection kabyle. Oui. Écoutez, attendez, il est 23h47. Marrant. Je vous propose qu'on aille jusqu'à la guerre d'indépendance. Oui. Si vous le voulez bien, on refait une émission sur la guerre d'indépendance. Parce qu'autrement, on ne peut pas traiter en 3 minutes. Ouais, est-ce qu'on peut en arrêter là, et puis on reprendra? Eh ben, c'est ce que je vous propose. Non, mais alors, attendez, non, parce qu'on n'a pas abordé le décret Crémieux, je crois qu'on a le temps. Est-ce qu'on peut l'aborder la prochaine fois? Parce que je pense que là, on va toucher... Allons jusqu'au décret Crémieux, sans le traiter, mais allons dans la description historique jusqu'au décret Crémieux. Parce que moi, avant de parler du décret Crémieux, il faut parler du Senatus Consul de 1865. Ce Senatus Consul qui est extrêmement important, parce que c'est lui qui va dire que les indigènes musulmans et israélites de l'Algérie sont déclarés français. C'est important, ce décret de Napoléon III. Et il y a une deuxième partie. Alors, ce décret est intéressant parce que les indigènes musulmans conservent la totalité de leur loi nationale, alors que les israélites continuent à être régis par la loi mosaïque pour leur statut personnel. Donc, il y a une seconde partie dans ce Senatus Consul qui est important, parce qu'il traite, il dit comment ces sujets peuvent devenir citoyens français. Alors, les indigènes musulmans et les indigènes israélites peuvent acquérir la citoyenneté française en la sollicitant individuellement à 21 ans. Et il y a une procédure importante qui est suivie. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a 200 juifs indigènes d'Algérie qui ont fait la demande, et il y a seulement 152
qui l'ont obtenu, mais en fait ce sont les grands notables. Pour les musulmans, on trouve un chiffre un peu plus supérieur. On trouve près de 300 environ musulmans qui deviennent français, d'une citoyenneté française, par ce Senatus Consul de 1865. Bien. Comme vous avez pu l'entendre, il y a donc eu une discussion sur l'histoire des Juifs d'Algérie entre Daniel Timsit, dont vous entendrez l'histoire mercredi prochain, ça sera possible? Enfin, on pourra parler de la guerre d'Algérie, ça sera possible, Ali Messili? Enfin, j'espère. Bon, nous et Richard Ayoun, je crois qu'il faut à tout prix qu'on prenne le temps de continuer cette émission. Je vous remercie de ce dialogue, je vous remercie de cette conversation et je vous remercie du courage politique et de l'honnêteté intellectuelle qui a présidé à cette discussion. Bonsoir. À mercredi prochain. Au revoir. Bonsoir. واللي غادي يني واللي غدا لقاها واللي غادي يني واللي غدا لقاها ورا ليه غدا درار ورا ليه غدلوكا دوحي وذي لبعضنا تمازيغ في الليل تمازيغ في الليل واللي غدا الشتوى واللي غدا نبذو واللي غدا سمر واللي غدا مالو جرد سروه تمازيغ في الليل تمازيغ في الليل واللي غدا الفاكية واللي غدا ليليا واللي غدا مبويول. Et berbères d'Algérie et berbères du Maroc. Le fond de peuplement, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie et même en Tunisie, je dis bien même en Tunisie, c'est du point de vue ethnique un fond berbère. Maintenant, cette population berbère a subi l'influence de civilisation et elle a été dans sa grande majorité arabisée, islamisée dans son immense majorité. Je dis bien immense parce qu'on reviendra sur le problème des juifs berbères. Et je crois que nous sommes quelques-uns à être justement des restes de ces berbères qui sont restés juifs. Donc dans son immense majorité, elle a été islamisée et dans sa grande majorité, elle a été arabisée. Donc pas de fausse distinction entre arabe et berbère. Alors je vais reprendre un petit peu. Alors les berbères, d'abord, ils ont été donc judaïsés. Ensuite, ils se sont christianisés. Puis, ils se sont arabisés. Alors là, vous posez vraiment tout le problème des origines de ce qu'on appelle les judéo-berbères. La religion, à une certaine époque, la religion importante, c'était le judaïsme. Donc, on peut préciser le cadre historique. Vers le deuxième siècle avant, vers le 2-3e siècle avant Jésus-Christ, les premiers siècles avant Jésus-Christ, nous sommes certains donc qu'il y aurait eu certaines tribus, notamment dans les Aurès. Alors là, il faut citer bien entendu les chroniqueurs arabes qui reprennent un peu, par exemple, nous savons que les Djerawa, les Nefoussa, les Fendelawa et les Medjouna, ce sont des tribus qui sont des tribus converties au judaïsme. Il y a bien entendu, alors si vous voulez, c'est une époque extrêmement trouble, c'est-à-dire que nous trouvons donc des berbères qui se judaïsent, nous trouvons des juifs qui se berbérisent avec d'autres mœurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, qui se berbérisent? C'est-à-dire que, par exemple, ils prennent des mœurs et des traditions qui sont propres aux berbères. Par exemple, je pense que le 5, le 5, c'est typiquement berbère. Attendez, c'est visualisé, mais peut-être que tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire le 5.
le Khamsa, le Mais C'est la main. la la main, main, c'est ça, c'est la main. Vulgairement, on appelle la main Fatma. La main de Fatma. Bien, mais il y a même chez les Juifs d'Afrique du Nord, il y a toujours des pratiques. Par exemple, la pratique de mettre du henné lorsque il y a une nouvelle habitation. Le fait de, par exemple, à nouveau une profession, par exemple, un avocat, par exemple, qui inaugure un cabinet. Bon, eh ben, il tue un coq. Alors, si vous voulez, là, on trouve des aspects qui sont typiquement berbères et qui n'ont rien, je veux dire, avec la tradition juive, c'est mélangé. Le problème du henné, du henné dans de nouvelles maisons, et nous trouvons ce qu'on appelle les métointes, c'est-à-dire les craignants Dieu. Ces craignants Dieu qui pratiquent qui font le Shabbat, mais aussi ils ont d'autres pratiques. Alors là, il faut revoir un peu tous les travaux de Marcel Simon, l'historien Marcel Simon, qui a travaillé vraiment ces questions-là. Je voudrais tout de même apporter un correctif dans la chronologie. Je crois que notre ami a oublié quelque chose de très important, c'est qu'avant peut-être d'être juif ou chrétien, les Berbères ont été païens. Voilà, ils étaient païens. C'est ce qui explique d'ailleurs ce que vous avez dit par la suite, parce que ils le sont encore d'ailleurs dans la pratique religieuse même de l'islam. Bien sûr. Les restes de paganisme, je dirais même pas restes, je dirais que la plupart des traditions religieuses berbères sont des traditions religieuses authentiquement méditerranéennes au niveau du paganisme, et qu'elles se sont jusqu'à maintenant perpétuées, et qu'elles existent encore au niveau de la pratique de l'islam en Afrique du Nord. Le phénomène du maraboutisme, notamment, en est un exemple parmi tant d'autres. Alors je pense que il s'est passé dans la pratique de la religion juive ce qu'il s'est passé dans la pratique de toutes les religions concernant les Berbères. Daniel Tims. Et après on essayera de définir un peu la trame du livre de Richard Ayoun. Quels sont les grands chapitres? Mais je voudrais, moi, parler peut-être du problème de la Kahéna, qui est le phénomène peut-être important de ces judéo-berbères, et puis aussi de l'invasion de l'islam au 7e siècle. Bon, nous savons qu'en 665, les Arabes lancent leur première attaque sur le Maghreb. Et 18 ans plus tard, c'est le fameux Sidi Ogbah qui a entrepris cette conquête du Maghreb. Alors, les Berbères ont contrôlé les axes de circulation, et c'est eux qui ont tenu tête aux Arabes dans les Aurès. Et selon l'historien du XIVe siècle Ibn Khaldoun, à la tête des Berbères se trouvait une princesse juive qu'on appelle la Kahéna. Alors, bien entendu, je contredis un article du Monde qui est apparu il y a une semaine ou deux, disant que cette Kahéna serait aussi peut-être d'origine chrétienne. Non, si vous voulez. Non, mais on vous autorise à critiquer le monde. Voilà. Alors, je tiens à faire ce rectificatif. C'est-à-dire que donc, selon tous les chroniqueurs arabes, cette princesse serait donc une princesse judéo-berbère, qui se serait donc convertie au judaïsme. Il y a quelques tribus. Alors bien entendu, il y a des tribus, par exemple les Nefoussa. Si nous étudions Ibn Khaldoun les présente cette tribu comme une tribu juive, alors que Al-Idrizi nous dit que c'est une tribu chrétienne. En tout cas, ce que nous savons, c'est que cette reine, la Kahéna, a infligé une défaite qui contraint les Arabes à se replier pendant plus de 5 ans. Et cette fameuse Kahéna a pratiqué sur le littoral une politique de la terre brûlée qui a donc essayé d'atténuer cette conquête de l'Algérie. En tout cas, ce que nous savons par la suite, c'est que cette Kahéna a été battue, et c'est là le problème important. C'est que les fils de la Kahéna se sont convertis à l'islam. Et le fils aîné, par exemple, de la Kahéna, fut nommé commandant en chef des Djerawa, et il a participé à travers toute l'Afrique du Nord à la conversion des Berbères à l'islam. Alors, bien entendu, certains historiens considèrent toute l'histoire de la Kahéna comme pure légende. D'autres historiens estiment que l'histoire de la Kahéna contient un noyau historique.
D'autres enfin pensent, et là il faut faire référence à envisageant le problème des rapports entre donc les Berbères et ces rapports judéo-berbères, juif-berbérisés. Troisièmement, l'apport hispanique qui a été extrêmement important et qui a vraiment changé toutes ces communautés. Ensuite, 1830, ce que nous avons appelé, qui est le chapitre central, le Verbe de Dieu arrive de France, qui a permis à ces communautés juives d'Algérie d'être plus des citoyens de seconde zone, mais d'acquérir une citoyenneté française. Et puis, dans un 5e chapitre, nous avons essayé de voir les problèmes politiques islamiques, notamment les juifs face au nationalisme arabe. Et nous avons essayé de traiter aussi dans un chapitre des problèmes de ce qu'on a appelé les trajectoires de l'assimilation. Et dans un dernier chapitre, nous avons essayé d'envisager pourquoi ces juifs d'Algérie ont choisi la France, n'ont pas-ils choisi Israël, ou pourquoi ne sont-ils pas restés en Algérie. Voilà. Alors, ce que je m'aperçois, c'est que cette communauté juive d'Algérie... Attendez, excusez-moi. Oui. Je vous avais posé une autre question qui était, pourquoi avoir fait ce livre? C'était pour combler un manque dans l'historiographie de l'Afrique du Nord? Je me suis rendu compte, en fait, que dans la recherche de mes racines personnelles, je n'avais pas vraiment d'éléments concrets suffisamment précis concernant les grands problèmes de l'histoire juive, à savoir les problèmes des judéo-berbères, les problèmes des Almohades, ce que j'appelle cette colonisation du judaïsme français par du judaïsme d'Algérie par le judaïsme français. Pourquoi ces juifs ils n'ont pas choisi Israël? Énormément de grands problèmes, le problème des origines également. Et puis, qu'est-ce que j'avais dans ma bibliographie? Je connaissais bien entendu les ouvrages d'André Chouraki, le dernier, la saga des Juifs d'Afrique du Nord, ou l'ouvrage du regretté Henri Chemouilly, qui a écrit en 1976 une diaspora méconnue, mais nous avons pensé qu'il n'y avait pas vraiment d'ouvrage scientifique, et en fait, le but de cet ouvrage, ce n'est pas pour notre génération, mais c'est pour les générations suivantes, c'est-à-dire pour la génération dans 20 ans, 30 ans, que nos enfants sachent un peu qu'a été cette histoire, et essayer avec une manière scientifique de traiter le problème, qui comprennent qu'a été l'histoire de leur père. Oui, Daniel Tinsley. Une petite interruption. Pourquoi dis-tu, on se tutoie, pourquoi dis-tu, ce n'est pas pour notre génération? C'est aussi pour notre génération. C'est aussi pour notre génération. Parce que les Juifs d'Algérie, même en France, par leur particularité, en prenant conscience de leur originalité, peuvent apporter quelque chose de spécial. On ne va pas rester éternellement toute notre vie toujours dans ces barrières, dans ces espèces de hommes. Et quand il y a des hommes qui ont la chance de pouvoir être des ponts vivants, eh bien il faut la saisir, cette chance. C'est une belle expression. Un commentaire, Ali Messili? Juste pour surenchérir, je pourrais dire que c'est surtout pour notre génération, parce qu'il y a un tel bouillonnement culturel dans notre pays, je parle de l'Algérie, à la recherche de ses racines, que retrouver également, pour le peuple algérien tout entier, cette dimension juive, c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Alors je voudrais ajouter quand même que les archives de famille se sont souvent dispersées, et que nos parents les plus âgés, qui d'ailleurs ont été les témoins directs d'instants capitaux, n'ont pas été encouragés à raconter. Et en tout cas, pas assez à mon sens. Et cette communauté juive d'Algérie n'a pas connu la ruine, mais cette communauté déracinée s'est beaucoup perdue. Et il faut dire en fait que c'est pas un problème de nostalgie, ni la complaisance folklorique qu'on a essayé d'entreprendre dans cet ouvrage, mais essayer de recenser un peu les traces éparses de notre histoire, d'en esquisser en tout cas la cohérence, et d'interroger ce qui a pu être donné comme évidence. Alors,
est-ce que les histoires se chevauchent ou est-ce qu'elles sont successives ou bien est-ce qu'elles sont parallèles entre ce début d'énoncé sur l'histoire des Juifs d'Algérie tel que vient de le faire Richard Ayoun et l'histoire des Berbères? Qu'est-ce qu'on entend par Berbère d'abord? Je crois que la première des choses qu'il faut faire quand on veut définir le peuple berbère, c'est décoloniser l'histoire. Parce que malheureusement, au hasard des colonisations, on a attribué au peuple berbère toutes les origines possibles et imaginables. J'entends que par exemple la colonisation française, vous voyez dans les origines berbères, je ne sais quel résidu d'invasion nordique, ostrogoth, wisigoth ou viking. J'entends que aussi certains historiens arabes jusqu'à maintenant envoient le résidu d'autres invasions venues notamment du Yémen. Or, les historiens les plus sérieux, et je pense que mon ami Ayoun ne me démentira pas, les historiens les plus sérieux, aussi longtemps qu'ils essayent de remonter dans l'histoire, trouvent la présence de Berbères en Algérie notamment et dans toute l'Afrique du Nord. Je dirais que ce sont les premiers habitants d'Algérie. Ce sont donc les premiers habitants de l'Afrique du Nord, aussi longtemps qu'on remonte dans l'histoire. Bien sûr. Et s'il y a vraiment une revendication à faire de l'Algérie, je pense que les Berbères ont tout droit de revendiquer cette notion. Enfin, ils ont au moins le droit de dire qu'ils sont là chez eux, dans leur pays, et qu'ils y sont depuis la nuit des temps, puisque je crois qu'il y a un lien tout à fait démontré entre cette grande civilisation saharienne qui a existé au temps où le Sahara était une verte prairie. Ce lien est d'ailleurs fait par les Touaregs entre cette civilisation saharienne et puis les Berbères tels que nous les connaissons, puisque nous retrouvons même des traces d'écriture qui remontent au IIIe siècle. Au IIIe siècle à peu près. Alors, je dis donc on peut affirmer sans être démenti que les Berbères constituent la population autochtone la plus ancienne de l'Algérie. Et c'est sur ce substrat berbère que vont se greffer ensuite d'autres apports ethniques, d'autres apports religieux et d'autres apports de civilisation. Une petite remarque pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de nos auditeurs. Si on parle de berbères, entendons-nous bien, nous parlons de berbères au sens ethnique, au sens historique. Mais il y a une fausse distinction qui est faite entre arabes d'Algérie ou arabes du Maroc.
أنا عقلي بذاته يحضر ويلي والهيجاني من جنيه Entretien avec Richard Ayoun, Ali Messili et Daniel Timsit sur l'histoire commune de l'Afrique du Nord, l'histoire des Juifs d'Algérie et l'histoire des Berbères. Alors Richard Ayoun et vous tous, quelles ont été les grandes phases, quels sont les grands chapitres qui ponctuent l'histoire des Juifs d'Algérie, l'histoire des Berbères? Comment est-ce qu'on pourrait définir des grandes périodes pour essayer d'y voir clair d'une manière un peu schématique d'abord? Bon, d'abord, je veux dire que je suis complètement en désaccord avec ce que a dit tout à l'heure au sujet du pourcentage des Berbères, des Juifs. On peut pas se dire une moitié. Non, ça ne marche pas. Hein. Voilà. Bien. Alors, je crois qu'un élément important à dire après cette époque de l'islam, c'est le problème de la marée almohade, qui était aussi des tribus berbères, mais alors là, ce sont vraiment des musulmans qui ont forcé les non-musulmans à se convertir. C'est vraiment un islam rigoriste. Et ce que nous savons, c'est que après cette marée almohade, le Maroc, la Tunisie, la Libye, pratiquement il y a une sorte de Judenreich, c'est-à-dire d'Afrique du Nord qui est vide de juifs, puisque il y a eu une politique d'extermination physique ou de conversion forcée des infidèles de la part des Almohades. Et il y a une véritable mutation qui est donnée aux communautés juives d'Algérie, avec, bien entendu, l'immigration des Juifs qui ont fui la péninsule ibérique. Alors, cette immigration des Juifs venant de la péninsule ibérique, alors généralement, la majorité des gens pensent que c'est 1492. En fait, cette immigration dure pendant plus d'une centaine d'années. C'est à partir de 1391, c'est-à-dire 1391, c'est une date extrêmement importante parce qu'il y a eu des pogroms qui ont eu lieu dans toute la Castille et en Aragon du 6 juin au 13 août, où nous trouvons donc une immigration juive qui commence dès 1391, qui va se poursuivre donc sur plus de 100 ans, et aussi une autre immigration qui va venir du Portugal, lorsqu'il va y avoir l'expulsion des Juifs du Portugal en 1487, mais cette immigration en Afrique du Nord va se poursuivre jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, il y a vraiment une grande mutation du judaïsme d'Algérie qui se produit au XVe siècle, avec ces masses, bien entendu, espagnoles qui vont repeupler les cités juives d'Algérie. Notamment les Juifs qui fuient l'Inquisition. Non, c'est pas l'Inquisition. L'Inquisition, la Reconquista, mais c'est-à-dire que les Juifs fuient les massacres, les massacres, les pogroms contre les Juifs. L'Inquisition, ça touche les marades, ça touche les personnes soit qui ont été converties de force, soit et qui continuent à pratiquer le judaïsme. Là, pas du tout. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que il y a eu des élites qui vont venir s'installer en Algérie, et je crois qu'il faut citer des grands rabbins. Nous avons Isaac Berchechet Barfa, qui est né à Barcelone, Simon Benchema Duran, qui est originaire de Majorque, qui s'établissent à Alger. À Constantine, nous avons Ephrati, Ben Merouvas Ephrati, et
nous avons aussi d'autres grands rabbins. Il y aurait donc ces immigrés d'Espagne vont changer une certaine physionomie de l'Algérie, et on peut dire que désormais la fonction rabbinique ne pourra plus. Histoire d'un soir, Jacques Tarnero. Bonsoir. La terre appartient-elle à ceux qui y naissent, ou bien à ceux qui la travaillent, ou à ceux qui la conquièrent? Ce soir, nous allons parler de l'Afrique du Nord, et plus particulièrement de l'Algérie. Terre de conquête, de colonisation et de lutte de libération. Avec moi pour en parler, et plus particulièrement des rapports entre les Juifs d'Algérie et les Berbères d'Algérie, 3 personnes, Richard Ayoun, Ali Messili et Daniel Timsit. D'une part, il y a une différence de génération entre nous, entre Richard Ayoun d'une part et moi-même, et d'autre part, nous deux par rapport à Ali Messili et à Daniel Timsit. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que 2 de nos invités, Ali Messili et Daniel Timsit, ont participé à la guerre de libération de l'Algérie. Et il va de soi que les événements qui se déroulent au Liban aujourd'hui nous concernent. Et pas seulement sous l'angle d'un triomphalisme juif. Et en tant que parlant d'une situation dont les acteurs ont été des Juifs et des Arabes, des Juifs et des Berbères, des Juifs et des gens qui n'étaient pas des Juifs, par rapport à une guerre qui a été une guerre coloniale, je crois qu'avant de commencer l'émission, et par honnêteté politique et intellectuelle, Ali Messili voulait faire une petite déclaration, et Daniel Timsit aussi. Oui, j'ai failli ne pas venir ce soir, compte tenu de l'agression inqualifiable que subissent les Palestiniens et les Libanais au Liban. Il va de soi que ma présence ici ne saurait en aucune façon être interprétée comme une approbation de la relation qui est faite de ces événements par votre station. Mais si je suis finalement venu, c'est pour répondre à 2 exigences morales qui demeurent le fondement de mon combat politique. La première exigence est celle de l'amitié pour Jacques Tarnero, qui a eu la gentillesse de m'inviter alors que, à l'époque, nous ne soupçonnions pas du tout que ces événements allaient se produire. Amitié également pour mes 2 compatriotes juifs d'Algérie, auxquels je ne pouvais refuser ce dialogue sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Par affection profonde, enfin, pour la communauté juive, partie intégrante de mon peuple, même si beaucoup d'entre eux se sont fourvoyés dans des chemins sans issue, peut-être précisément par ignorance de l'histoire, par ignorance de leur histoire. La deuxième exigence morale tient précisément au fait que je ne crois pas aux vertus de la force pour tenter d'imposer une solution au Proche-Orient. Chaque pont, aussi ténu soit-il, jeté entre les 2 communautés, est une victoire beaucoup plus grande que la prise sanglante du château Beaufort. Même si je suis un simple citoyen, ne représentant que sa simple petite personne, parlant dans une petite radio locale, eh bien, M. Begin n'aura pas eu la joie de détruire, encore ce soir, ce petit lien que nous allons tenter de tisser, par-delà les haines et les douleurs de la guerre, qui, somme toute, une fois de plus, ne profitera qu'aux grands de ce monde. Ali Messili, je vous remercie de votre déclaration. Je voudrais faire un rectificatif néanmoins. Je ne crois pas, par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient, que la station est un discours de soutien d'un camp. Je n'ai pas l'impression. Daniel Timsit aussi. Oui, moi c'est de façon très impromptue quand même que je voudrais préluder dans ce débat, parce que j'étais venu avec beaucoup de joie pour me souvenir de nos racines, pour me souvenir de mes parents,
littéralement, pour contribuer à l'histoire et à la vérité historique des nôtres, c'est-à-dire nous, Juifs d'Algérie. Et puis surviennent ces événements tragiques, encore plus tragiques pour nous, parce qu'encore un fossé qui se creuse, d'autant plus absurde que, par exemple, je me sens en complète identité de vue avec mon ami Mestili qui est ici. Nous avons le même langage, nous avons les mêmes racines, nous avons la même vision, nous avons le même désir de fraternité. Et ce débat, malheureusement, se fait dans une ambiance, pour moi, de grande tristesse. Merci Daniel Timsit. Richard Ayoun, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Non, tout simplement, je suis venu pour présenter l'ouvrage Les Juifs d'Algérie 2000 ans d'histoire. Je ne tiens pas à participer, je veux dire, à ce débat actuel. C'est évident. L'émission de ce soir n'avait pas pour but de parler de ce qui se passe au Liban aujourd'hui, mais je crois qu'il était, je le dis pour les auditeurs, qu'il était en fonction de l'action passée et présente, de l'engagement politique des invités, de deux invités, je crois qu'il était honnête que ces déclarations préliminaires soient faites. Alors nous allons donc, si nous parlons de l'Afrique du Nord, c'était pour mettre, et de l'Algérie plus particulièrement, c'était pour mettre en parallèle deux histoires. L'histoire des Juifs d'Algérie et l'histoire des Berbères d'Algérie. Alors Richard Ayoun, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Juifs d'Algérie 2000 ans d'histoire, édité chez Jean-Claude Lattès dans la collection judaïque, et vous avez fait un essai historique et un essai théorique de l'histoire des Juifs d'Algérie. Ma première question, c'est pas une question, c'est plutôt une demande, c'est est-ce que vous pourriez nous donner d'abord le pourquoi du livre, comment c'est venu, et peut-être le présenter d'une manière assez synthétique. Nous reviendrons ensuite sur les détails qui composent ce livre, les différentes parties qui le ponctuent, et nous le mettrons en parallèle avec l'histoire des Berbères d'Algérie. Richard Ayoun, à vous la parole. Bien, alors tout d'abord, je veux dire que cet ouvrage, je l'ai écrit avec Bernard Cohen qui est journaliste à Libération et aussi aux Nouvelles littéraires. Donc c'est un ouvrage que nous avons fait à deux. Cet ouvrage parle de 2000 ans d'histoire. Donc nous traitons de 6 chapitres. Premier chapitre qui parle donc de ces origines des Juifs d'Algérie, puis nous envoyons à Ibn Khaldoun que c'est une histoire tout à fait réelle. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le processus de conversion massive au judaïsme, et là je pense qu'on peut voir un peu les conversions qui sont passées en Pologne avec le problème des Khazars, est assez inexistant. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les conversions survenues en Arabie méridionale ou en Khazarie ont laissé des traces, et que la relation d'Ibn Khaldoun sur la Kaïna ne laisse apparaître aucun facteur religieux. Cette relation, d'ailleurs, n'aurait eu qu'un seul motif, entraîner la conversion des Berbères à l'islam. Par ailleurs, et c'est là que j'insiste, il y a donc les mouvements complémentaires, à savoir des Berbères qui se judaïsent et des Juifs qui se berbérisent, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Et voilà, en tout cas, je tiens bien à dire, d'accord, nous savons qu'il y a des Juifs qui se sont, des Berbères qui sont convertis au judaïsme, et réciproquement, mais il ne faut pas croire que toute cette population juive d'Afrique du Nord est d'origine berbère, parce que nous savons, la Cyrénaïque, par exemple, au IIe siècle, nous connaissons aussi des gens qui viennent de Palestine, qui viennent d'Égypte, qui viennent s'installer en Afrique du Nord. Il y a eu dans le judaïsme notamment des Berbères qui sont convertis au judaïsme, mais je tiens à dire qu'une bonne partie, par exemple, de ces tribus Berbères qui sont convertis au judaïsme, au 7e siècle, ils ont été
pour la plupart forcés de se convertir à l'islam. Alors bien entendu, de temps en temps, dans le sud, par exemple, algérien, d'après des gens au XIXe siècle qui ont fait des enquêtes, certaines tribus berbères de l'époque se disaient nos ancêtres étaient juifs. D'où les bonnes relations, et là je crois que je vais insister là-dessus, les bonnes relations entre les juifs et les berbères. Lorsqu'il y avait, on s'aperçoit à travers l'histoire, lorsqu'il y a eu beaucoup de sortes de pogroms contre les juifs, souvent les juifs allaient se réfugier chez les berbères. Et les berbères les ont toujours protégés. Et ça, c'est à travers toute une tradition familiale. Les juifs ont toujours eu de très bons rapports avec les berbères parce qu'ils se souvenaient que souvent ils leur ont permis de survivre. Daniel ? Oui, moi je vais donner ma vision, qui n'est pas une vision d'historien, de spécialiste de cette situation. D'abord, je crois qu'il serait faux d'imaginer le Maghreb antique avec une succession, les gens tous judaïsés, puis ensuite tout christianisés, puis ensuite tous islamisés, comme des strates. Non, parce que le grand fond, comme l'a dit mon ami Misli, c'est le grand fond, c'est le fond païen, c'est le fond animiste. Et par exemple, pour prendre l'exemple de la même époque, l'époque de la Kahena était, semble-t-il, la légende, et c'est une légende historique. Je pense même qu'on peut dire, c'est d'autant plus historique, et c'est d'autant plus important sur le plan historique, que ça en est devenu une légende. Donc c'est très significatif comme fait. C'est non seulement un fait historique, mais un fait historique significatif. Attendez, mais à la même époque que la Kahena, dans le nord, le même résistant, c'était Kosaïla. C'était toutes les tribus berbères du nord qui aussi menaient la guérilla et défendaient, et c'était des tribus animistes. Alors il y avait succession, le grand fond c'est un fond animiste. Et puis, moi je pense que certaines tribus étaient christianisées suivant les influences, suivant la situation des chefs, suivant l'urbanisation. N'oublions pas que Saint-Augustin, c'est un berbère de Annaba. C'est un grand, pourtant, un des grands de la théologie. Bon. Mais qui a très mal considéré les juifs. Oui, mais ça, il a peut-être très mal considéré, mais je prends sa position de chrétien. L'ensemble. Et il y avait, à mon avis, des tribus judaïsées. Je dis des tribus judaïsées parce que d'abord, c'est une question de nom. Mon nom, par exemple, Tinzit. C'est un nom berbère. Et ça me paraît difficile. Oui, je crois que c'est un nom sémitique. Là, on est obligé, c'est-à-dire que les langues... les choses que j'ai lues, hein. Oui, mais je pense qu'il y a c'est-à-dire qu'en fait, que la langue, le tronc commun, oui. C'est le tronc commun des langues sémitiques, et on s'aperçoit qu'il y a énormément la même origine de ces langues sémitiques, c'est le même point. Donc, dire que c'est typiquement berbère ou pas, on n'est pas certain. Oui, c'est possible. Mais enfin, est-ce que je vois... Ce n'est pas une preuve. Le problème du nom, ce n'est pas vraiment une preuve. Possible, oui. Là, vous parlez en tant qu'historien, je vous laisse toutes les prérogatives d'historien, mais il y a un autre fait qui me frappe, c'est que des Tinzites, il y en a dans le sud marocain, il y en a dans toute l'Algérie, enfin, vraiment de l'est à l'ouest, on les retrouve en Tunisie. Vraiment, comme ces grandes migrations, si je puis dire. Et ça me paraît être... Alors, l'impression que j'ai, c'est que, et d'après ce que j'ai pu en lire, c'est que la moitié, semble-t-il, enfin si des juifs d'Algérie, pour parler de l'Algérie, c'est un problème que je connais mieux, et vient de ce que j'appelle des berbères judaïsés, et je préfère penser que ce sont des berbères judaïsés d'un point de vue historique, parce que je vois peu, je vois mieux, si je m'explique mieux, la judaïsation d'un nombre important de fellah, de gens de la terre, plutôt que la migration importante de gens venus de Palestine. Je pense, et c'est ainsi qu'on le relate souvent, qu'il y a eu des commerçants hébreux, je dis hébreux, c'est-à-dire vraiment venant de Palestine, dans toutes ces grands voyages, ces grands échanges qu'il y avait dans l'Antiquité, et
qui, apportant le monothéisme, apportant un certain niveau de civilisation, ont effectivement gagné certains chefs de tribus et certaines tribus. Ce qui explique quand même la diffusion des noms. La diffusion. Écoutez, on en est encore à l'Antiquité et il est déjà 23 heures. Alors je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et c'est Raymond. Un disque de... Alors qui est en une... Est-ce que vous pouvez présenter? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous allez entendre Raymond, parce qu'on l'a mis en introduction, il me semble. Oui. On le réentend. Mais non, on l'a pas mis en introduction. Non, on l'entend pour la première fois. Alors Raymond, c'est un très grand chanteur algérien, classique, juif algérien. Un très grand chanteur et qui est considéré comme un des meilleurs interprètes de musique classique algérienne jusqu'à aujourd'hui. Bon, on va écouter là.